Ce matin-là commença comme tous les autres dans le petit appartement de Brooklyn qu'Emily et Jason avaient construit ensemble. L'arôme du café fraîchement moulu s'échappait de la cuisine, se mêlant à l'odeur des toasts à l'avocat qu'Emily préparait. Pour elle, cette routine était son ancrage, une simple réaffirmation que sa vie était sur la bonne voie, que son mariage de 5 ans était fondé sur l'amour et la compréhension mutuelle. Elle posa 2 assiettes sur la table, versa du café dans le mug préféré de Jason et sourit avec satisfaction. Elle se contentait de cette simplicité, un bonheur qu'elle pensait éternel. Jason entra dans la salle à manger d'un pas étrangement lourd. Son visage, habituellement joyeux le matin, était maintenant marqué par une inquiétude qu'il ne pouvait cacher. Emily le remarqua instantanément. Elle posa son couteau sur son assiette et regarda son mari avec préoccupation. « Chérie, qu'est-ce qui ne va pas ? Pourquoi as-tu l'air si tendu ?» demanda doucement Emily. Jason soupira profondément, comme s'il rassemblait ses forces pour annoncer une mauvaise nouvelle. Il s'assit en face d'Emily, mais ses yeux ne croisaient pas les siens. Son regard était fixé sur la vapeur s'échappant de sa tasse de café. « Emily, je suis tellement désolé. J'ai une mauvaise nouvelle, dit-il d'une voix basse. Ma sœur vient d'appeler de Charleston. Maman est en très mauvais état. » Le monde d'Emily sembla s'arrêter un instant. Carol, sa belle-mère. Bien que leur relation ne puisse être décrite comme chaleureuse, Emily avait toujours eu un profond respect pour elle. Carol était certes une figure difficile, lançant souvent des pics subtils sur les origines modestes d'Emily. Mais Emily avait toujours essayé d'être compréhensive envers elle. Carol était toujours la mère de l'homme qu'elle aimait profondément. Que lui est-il arrivé, Jay ? Comment est-ce possible ? J'ai parlé au téléphone avec Jessica avant-hier, et elle disait qu'elle allait parfaitement bien. La voix d'Emily tremblait, retenant son anxiété. Son esprit s'emballa immédiatement, imaginant les pires scénarios. Elle a dit qu'elle s'est effondrée soudainement hier soir. Sa tension artérielle a grimpé en flèche. En ce moment, elle est alitée. Je dois partir tout de suite, Emily. Je suis son fils unique. Je dois être là, dit Jason d'un ton d'urgence feinte. Sans réfléchir, Emily se leva de sa chaise. Son instinct d'épouse et de belle-fille prit le dessus. Bien sûr. Partons, Jay. Je vais me préparer tout de suite. Nous irons ensemble. Je peux aider à prendre soin de ta mère là-bas. Jason leva les yeux et, pour la première fois ce matin-là, il croisa le regard d'Emily, mais son regard était étrange. Il y eut une panique passagère qu'il tenta de dissimuler par un sourire forcé. Non, chérie, refusa-t-il rapidement. Beaucoup trop rapidement. Emily fronça les sourcils. Pourquoi pas ? Je suis ta femme et sa belle-fille. C'est normal que j'aille la voir et que je donne un coup de main. Je peux demander ma journée au travail. Ce n'est pas ça. Jason prit la main d'Emily, la serrant fort. J'y vais juste pour 2 jours maximum, le temps que maman soit stable. Le trajet jusqu'à Charleston est long et épuisant. Je m'en voudrais de te faire subir ça. En plus, la maison là-bas est petite. Beaucoup de membres de la famille vont venir. Tu ne serais pas à l'aise. Je te promets de te tenir au courant à chaque instant. Ces raisons semblaient logiques. Elles ressemblaient à une démonstration de sollicitude. Pourtant, une petite voix dans le cœur d'Emily lui disait que quelque chose n'allait pas. Pourquoi son mari insistait-il autant pour qu'elle ne vienne pas ? Dans une situation pareille, le soutien d'une épouse n'était-il pas ce dont on avait le plus besoin ? Mais c'est. Chérie, Jason l'interrompit brusquement, cette fois avec un ton plus ferme qui ne laissait place à aucun débat. Tu restes ici, tu t'occupes de l'appartement et tu pries pour que maman se rétablisse vite. Ce sera plus que suffisant pour moi. Maintenant, s'il te plaît, aide-moi à préparer un sac avec des vêtements pour quelques jours, d'accord ? Emily finit par céder, refoulant son malaise au plus profond d'elle-même, se convainquant que Jason essayait seulement de lui épargner des ennuis. Le cœur lourd, elle alla dans leur chambre et ouvrit le placard. Ses mains choisirent habilement plusieurs chemises, t-shirts et pantalons pour Jason. Elle glissa même les vitamines et les médicaments personnels de Jason dans le sac, s'assurant que son mari ne manquerait de rien pendant son séjour. Chaque vêtement qu'elle pliait ressemblait à une prière, un espoir sincère que sa belle-mère se rétablirait rapidement et que son mari reviendrait à ses côtés. 1 heure plus tard, Jason était prêt à partir. Il serra Emily dans ses bras à la porte, une étreinte qui semblait vide et précipitée.
Je pars, Émilie. Prends soin de toi. Je t'appellerai quand je serai arrivé. Enfin non, salut Émilie. Émilie hocha la tête, essayant de sourire malgré le tumulte dans son cœur. Elle embrassa le dos de la main de son mari et regarda sa voiture s'éloigner jusqu'à ce qu'elle disparaisse au coin de la rue. L'air frais du matin semblait maintenant tranchant, et l'appartement habituellement chaleureux paraissait immensément vide et silencieux. Après avoir verrouillé la porte, Émilie retourna dans la salle à manger pour débarrasser la vaisselle. Son esprit était toujours rempli d'inquiétude. Alors qu'elle allait ramasser la veste en jean que Jason avait laissée sur le dossier d'une chaise, un petit morceau de papier tomba et voltigea sur le sol. Le papier était froissé, comme s'il était resté longtemps dans la poche de la veste. Émilie le ramassa sans méfiance, pensant qu'il s'agissait simplement d'un reçu ou d'une note quelconque. Cependant, en le dépliant, ses yeux se fixèrent sur les mots qui y étaient écrits. C'était un papier à en-tête avec le logo d'une entreprise de traiteurs de luxe bien connue de la ville natale de son mari. Sous le logo figurait une commande détaillée pour des centaines de portions de buffets et de stands de nourriture. Le cœur d'Émilie commença à battre plus vite. Puis elle vit une écriture qu'elle reconnut comme celle de Jason en bas du papier. Une petite note écrite au stylo noir, paiement final de 50% du la veille de l'événement de Jessica. Émilie lut la phrase encore et encore comme si elle essayait de déchiffrer une langue étrangère. La veille de l'événement de Jessica. Cela ne voulait-il pas dire demain? Pourquoi y avait-il une commande de traiteur de luxe pour l'événement de sa belle-sœur juste au moment où Carole était censée être alitée, gravement malade? Sa logique luttait contre ses sentiments. C'est peut-être une vieille note, pensa-t-elle. Peut-être que c'est juste une simple fête de famille. Elle essaya de trouver des justifications, n'importe quelle raison qui pourrait calmer son cœur, qui commençait à brûler. Mais elle ne pouvait ignorer le fait que la date imprimée dans le coin du papier était celle du lendemain. Quel mensonge lui cachait-il réellement? Le premier jour sans Jason sembla interminable. L'appartement devint soudain comme une cage solitaire. Émilie essaya de s'occuper avec le travail et le ménage, espérant que l'activité physique distrairait son esprit de la note du traiteur qu'elle avait trouvée. Elle gardait maintenant cette note dans le tiroir de sa commode. Elle avait l'effet d'une bombe à retardement sur le point d'exploser. Chaque fois qu'elle jetait un coup d'œil au tiroir, son cœur s'emballait à nouveau. Elle essayait de se convaincre de ne pas penser négativement, de faire confiance à son mari. Dans l'après-midi, Jason appela enfin, comme il l'avait promis. Émilie répondit au téléphone pleine d'espoir. « Salut, Jay. Comment va ta mère ?» demanda-t-elle sans préambule. « Eh, chérie. »« Je viens d'arriver », répondit Jason à l'autre bout du fil. Sa voix semblait fatiguée, mais il y avait autre chose, quelque chose qui sonnait forcé. L'ambiance sonore de son appel était étrangement calme. Il n'y avait aucun bruit de prière ou de conversation typique d'une maison où se trouve un malade, juste du silence. « Comment va-t-elle » qu'a dit le médecin, insista Émilie. « Maman. Maman se repose. Le médecin de la ville l'a vue. Il dit qu'elle a besoin de beaucoup de repos. Pas de stress. Je viens de finir de lui faire un massage, répondit Jason en bafouillant légèrement. Émilie sentit que quelque chose n'allait pas. Pourquoi ne l'emmènes-tu pas à l'hôpital, Jay? Si sa tension est aussi haute, c'est dangereux. Elle ne veut pas, Émilie. Maman ne veut pas. Tu sais comment elle est avec les hôpitaux. Allez, ne t'inquiète pas autant. Prie juste pour elle. D'accord, dit Jason. Il semblait impatient de terminer la conversation rapidement. Je veux lui parler, Jay, juste un instant. Je veux entendre sa voix. Tu ne peux pas, Émilie. Elle dort profondément après avoir pris ses médicaments. Ce n'est pas bon de la réveiller. Je dois y aller. D'accord, je vais prendre une douche. Je t'appelle plus tard. Et avant qu'Émilie ne puisse répondre, l'appel fut coupé. Émilie fixa l'écran de son téléphone avec un sentiment de vide. La conversation ne l'avait pas rassurée du tout. Au contraire, elle avait alimenté ses soupçons encore plus. Elle essaya de rappeler quelques heures plus tard, mais son appel fut rejeté. Peu après, elle reçut un SMS de Jason, « Désolé, chérie. La réception ici est terrible. Je te rappelle plus tard. » Mauvaise réception. Depuis quand y avait-il une mauvaise réception chez sa mère? N'avait-il pas installé une tour de téléphonie près de la ville il y a seulement un mois? Le mensonge était trop évident, trop maladroit.
Cette nuit-là, Émilie ne put dormir. Son esprit était rempli de toutes sortes de possibilités terribles. Elle se sentait idiote d'être ouvertement trompée. Pour en avoir le cœur net, elle essaya d'appeler le numéro de la sœur de Jason et de plusieurs de ses cousins. Le résultat fut nul. Personne ne répondait, comme s'ils s'étaient tous concertés pour l'isoler de la vérité. Le lendemain, l'anxiété se transforma en obsession. Émilie savait qu'elle ne pouvait pas rester les bras croisés sans rien faire. Elle avait besoin de preuves. Elle avait besoin de certitudes. Elle ouvrit son ordinateur portable et commença à parcourir les réseaux sociaux, un acte désespéré qu'elle n'aurait jamais imaginé devoir faire. Elle commença par le compte de Jessica, sa belle-sœur. Le compte était privé. Elle passa au compte de parents éloignés, faisant défiler sans fin leurs fils d'actualité, cherchant le moindre indice. Après presque une heure de recherches infructueuses, elle était sur le point d'abandonner. Peut-être qu'elle exagérait vraiment. Peut-être qu'elle avait tort de soupçonner son propre mari. Mais juste au moment où elle allait fermer son ordinateur, un nom attira son attention, le compte d'un cousin éloigné de Jason qui vivait dans une autre ville. Émilie se souvenait que ce cousin était très actif sur les réseaux sociaux. D'une main légèrement tremblante, elle ouvrit le profil du cousin. Son cœur fit un bond. La publication la plus récente, datant d'il y a seulement 30 minutes, était une photo. Ce n'était pas la photo d'un malade ou une atmosphère de deuil. C'était la photo d'un énorme et magnifique bouquet de roses blanches et de lys. Le bouquet était posé sur une table recouverte d'une nappe en satin, et en arrière-plan, le décor d'un somptueux hôtel de mariage était visible. Émilie retint son souffle en lisant la légende. Les mots imprimés la giflèrent en plein visage, « Félicitations pour votre nouvelle vie, Jessica et Mark. Puissiez-vous être une famille heureuse et bénie. Désolé de ne pas avoir pu être là, mais mes meilleurs vœux vous accompagnent, Jessica. » Encore ce nom. Son intuition était donc juste. La note du traiteur n'était pas ancienne. Aujourd'hui était le jour du mariage de Jessica, un mariage somptueux qui lui avait caché. Et qu'en était-il de la nouvelle disant que Carole était gravement malade? Émilie ressentit une vague de nausée. Tout n'était qu'un mensonge. La maladie de sa belle-mère, l'inquiétude de son mari, tout cela faisait partie d'une grande mascarade, une farce délibérément conçue pour l'écarter. La colère, la douleur et l'humiliation bouillonnaient dans sa poitrine. Elle ne pleura pas. Ses larmes semblaient avoir gelé sous l'effet d'une rage glaciale. C'était donc la raison pour laquelle elle ne pouvait pas y aller. C'était la raison pour laquelle tout le monde se taisait. Il ne voulait pas d'elle là-bas. Il la considérait comme indigne de faire partie du jour de bonheur de leur famille. Les doigts tremblants de rage, Émilie tapa le nom de l'organisateur de mariage dont le logo apparaissait sur la note du traiteur dans la barre de recherche d'Instagram. Le compte apparut instantanément et, en haut de leur profil, un cercle coloré indiquait qu'il diffusait en direct. Émilie sentit que son cœur allait sortir de sa poitrine. D'un seul clic, elle entra dans le direct et son monde s'effondra. Le monde d'Émilie se réduisit à l'écran de 6 pouces de son téléphone. Son cœur battait si fort qu'elle pouvait le sentir dans sa gorge, la laissant sans souffle. Le direct continuait sans pause, peu soucieux du fait qu'à des centaines de kilomètres de là, le monde d'une femme s'écroulait. La première chose qu'elle vit fut une salle de bal d'hôtel transformée en un jardin onirique. Des milliers de roses blanches, de lys et d'orchidées pendaient de lustres en cristal étincelant. Des tables rondes aux nappes de soie étaient impeccablement dressées, entourées d'invités dans leurs plus belles robes et costumes de soirée. Un orchestre doux remplissait la pièce d'une atmosphère de luxe qui poignarda le cœur d'Émilie. Ce n'était pas une fête de famille. C'était une déclaration d'opulence. La caméra balaya la mer de gens avant de se fixer finalement sur les mariés devant un hôtel magnifique. Il y avait Jessica, sa belle-sœur, ressemblant à une princesse de conte de fées. Sa robe était couverte de milliers de cristaux reflétant la lumière, et son sourire était large et heureux. À côté d'elle, Mark, son mari, paraissait beau et élégant. Il riait, saluait les invités et posait pour des photos. Il n'y avait aucune trace de tristesse. Puis Émilie chercha son mari du regard, ainsi que sa belle-mère, censée être alitée et gravement malade. Elle ne mit pas longtemps à les trouver. La caméra se concentra sur la rangée des membres de la famille debout près de l'autel, et là elle la vit, Carole, en bonne santé, rayonnante et plus hautaine que jamais, portait une robe de créateur couleur sauge faite sur mesure et couverte de paillettes scintillantes. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés et des bijoux en or ornaient son cou et ses poignets. Son visage rayonnait de fierté alors qu'elle saluait les invités d'honneur,
affichant le succès du mariage de sa fille. Il n'y avait pas de perfusion, pas de visage pâle, aucun signe de quelqu'un ayant subi une crise de santé la veille. À côté de Carol se tenait Jason, son mari, l'homme qui l'avait embrassé le matin même avec un mensonge. Jason ne portait pas la chemise froissée qu'il mettait habituellement dans sa ville natale. Il était dans un costume sur mesure qui lui allait comme un gant, les cheveux soigneusement coiffés et un sourire qui ne quittait jamais ses lèvres. Il avait l'air heureux, riant avec ses parents, tapant dans le dos de ses amis. Il ressemblait exactement à un frère fier le jour du mariage de sa sœur, et non à un fils inquiet de la grave maladie de sa mère. En les voyant tous là, riant dans leur cercle exclusif de bonheur, Émilie sentit quelque chose se briser en elle. La douleur était insupportable. C'était la douleur de la trahison la plus profonde. Elle n'avait pas seulement été non invitée. Son existence même avait été effacée sous le prétexte d'un mensonge cruel. Il la considérait comme si insignifiante, si gênante qu'ils avaient dû inventer un drame juste pour s'assurer qu'elle ne mettrait jamais les pieds à cette fête. À ce moment-là, comme si le destin voulait verser de l'essence sur le feu qui consumait déjà son cœur, la caméra zooma sur Carol, qui discutait avec animation avec une femme d'un certain âge à l'allure sophistiquée. Le volume de la musique baissa légèrement, permettant d'entendre leur conversation très clairement à travers le haut-parleur du téléphone d'Émilie. La fête est spectaculaire, Carol. Félicitations pour le mariage de Jessica, loua la femme. Carol rit. Son rire sonnait arrogant et satisfait. Merci, ma chère. Vous savez ce que c'est. En tant que parents, nous voulons donner le meilleur à nos enfants. Tout doit être parfait. Bien sûr. Et, au fait, où est la femme de Jason? Je ne l'ai pas vue de la soirée. Émilie retint son souffle. Son cœur s'arrêta, attendant la réponse qui déciderait du sort de son mariage. Carol fit claquer sa langue, agitant la main en l'air comme pour chasser une mouche agaçante. Son expression s'assombrit légèrement, comme si elle parlait de quelque chose de désagréable. Oh, ne m'en parlez même pas, dit-elle d'un ton dédaigneux. Dieu merci, la femme de Jason n'est pas venue. Quel embarras, avec son look de péquenaude. Elle nous aurait humiliés devant toute la famille. Les gens penseraient que nous laissons notre famille épouser n'importe qui. Il vaut mieux qu'elle reste à la maison. Brisée. Ce mot ne suffisait même pas à décrire ce qu'Émilie ressentait. Le téléphone glissa de ses mains sans force, frappant le sol avec un bruit sourd qui rompit le silence de son appartement. Péquenaude. Nous a humiliés. Pas à leur niveau. Les mots résonnaient dans sa tête. Chaque syllabe était comme un coup de fouet. C'était donc la vraie raison. C'était le verdict qu'ils avaient rendu sur elle il y a longtemps. À leurs yeux, elle n'était rien de plus qu'un embarras à cacher. Toute sa gentillesse, tout son dévouement pendant 5 ans, tous ses efforts pour être une bonne belle-fille ne comptaient pour rien. Face au statut et au prestige, Émilie n'était qu'un grain de poussière honteux. Les rires et la musique du direct, jouant toujours sur le sol, semblaient se moquer d'elle, riant de sa stupidité. Au milieu de la magnificence de cette fête, sa dignité avait été piétinée jusqu'à ce qu'il n'en reste rien. Après la fin du direct, Émilie resta assise sur le sol pendant des heures. La maison silencieuse devint le témoin muet de la destruction de son cœur. Elle ne cria pas. Elle ne cassa rien. Elle resta simplement immobile, laissant la douleur dévorer chaque cellule de son corps. Au début, elle ne ressentit qu'un vide paralysant. Son esprit était vide, son cœur engourdi. Mais lentement, ce vide commença à se remplir d'une vague de tristesse accablante. Les larmes qu'elle avait retenues finirent par couler. Elle pleura. Elle pleura sur sa sottise d'avoir cru si aveuglément. Elle pleura sur les 5 années de sa vie qu'elle avait dédiées à l'homme qui avait conspiré avec sa famille pour l'humilier. Elle se traîna jusqu'à la chambre. Elle ouvrit son album de photos de mariage. Là, son visage et celui de Jason souriaient joyeusement, plein d'espoir pour l'avenir. Cette photo ressemblait maintenant à une blague cruelle. Elle serra le cadre contre elle. Ses larmes mouillèrent la vitre, brouillant les beaux souvenirs qui semblaient désormais faux. Chaque coin de la maison qui autrefois semblait chaleureux lui rappelait maintenant le mensonge. Le canapé où ils regardaient la télé ensemble, la cuisine où elle préparait toujours les plats préférés de Jason, le lit où ils partageaient leurs rêves. Tout semblait contaminé. Elle pleura jusqu'à avoir les yeux gonflés et la voix rauque. Elle se laissa sombrer dans une mer de douleur, expulsant tout le poison de la trahison de son système. Cependant, alors que la nuit laissait place au jour,
alors que les premiers rayons de soleil commençaient à filtrer à travers les fentes des rideaux, quelque chose en Émilie changea. Ses larmes cessèrent de couler. La tristesse brûlante se refroidit lentement, se cristallisant en quelque chose d'autre, de plus dur, de plus tranchant et de plus dangereux, une colère froide et une détermination ardente. Elle regarda son reflet dans le miroir gonflé, pâle et pathétique. Ce n'était pas elle. Elle n'était pas une victime. Elle ne les laisserait pas la transformer en une femme faible qui se résigne à son sort. Carole l'avait traitée de péquenaude. Jason la considérait comme un embarras. Ils allaient voir de quoi la femme qu'ils avaient sous-estimée était capable. Une idée commença à germer dans son esprit. Une idée si audacieuse, si folle, qu'elle lui faisait un peu peur. Mais cette peur fut rapidement surmontée par le désir de reconquérir sa dignité. Elle n'irait pas à Charleston pour les affronter. Ce serait trop facile, trop prévisible. Cela ne lui donnerait qu'une satisfaction momentanée et confirmerait l'image qu'ils avaient d'elle comme d'une femme mélodramatique. Non, la meilleure vengeance était de prouver qu'elle pouvait se débrouiller seule et être heureuse sans eux, que son monde ne s'effondrerait pas simplement parce qu'ils ne l'avaient pas invitée à leur fête arrogante. Son esprit se concentra immédiatement sur la seule chose qui lui donnait de la force, son indépendance financière. Pendant tout ce temps, Jason avait toujours insisté pour que le salaire d'Emily soit transféré sur un compte joint. La raison invoquée était douce, faciliter la gestion des finances familiales. Cependant, le compte était ouvert au nom d'Emily avec Jason comme utilisateur autorisé. Emily, qui avait toujours fait confiance à son mari, avait accepté. Elle n'avait jamais réalisé que pendant tout ce temps, presque 90% du solde de ce compte provenait de son dur travail, des primes et des heures supplémentaires qu'elle avait accumulées petit à petit. C'était cet argent qui, sans qu'elle le sache, avait financé le train de vie de Jason et aidé sa famille à Charleston. C'était là le pouvoir qu'elle ressentit en réalisant cela. Elle avait le contrôle. D'une main qui ne tremblait plus, Emily ouvrit son ordinateur portable et se connecta à l'application de sa banque. Son cœur battait la chamade en voyant la suite de chiffres du solde à l'écran. Une somme très importante, fruit de sa sueur au fil des ans. Sans une seconde d'hésitation, elle passa à l'action. Elle transféra la totalité du solde du compte joint, ne laissant que le minimum, vers son compte bancaire personnel qu'elle avait ouvert bien avant de se marier, un compte secret dont Jason n'avait jamais eu connaissance. En quelques secondes, la transaction fut effectuée. Les fonds avaient été déplacés. Elle avait repris ce qui lui appartenait. Ensuite, elle ouvrit le site web d'une compagnie aérienne. Ses doigts dansèrent sur le clavier, tapant une destination qu'elle avait autrefois mentionnée à Jason comme son lieu de rêve, un rêve dont Jason s'était toujours moqué, disant que c'était trop cher et inutile, Rome, en Italie. Elle trouva le prochain vol disponible pour le soir même. Elle se moquait du prix. Elle réserva un aller simple. Un aller simple, une déclaration sans parole qu'elle n'avait pas l'intention de revenir. Lorsque l'email de confirmation de réservation arriva dans sa boîte de réception, Emily ressentit une vague de liberté accablante. Le poids sur ses épaules sembla s'évanouir. Avant d'éteindre son ordinateur, elle fit une dernière chose. Elle envoya un SMS à sa meilleure amie, Lorraine, « Je laisse la clé de l'appartement sous le pot de fleurs près de la porte d'entrée. Je dois m'absenter un moment. Si mon mari me cherche, dis-lui que je suis parti retrouver la dignité que j'ai perdue. » Le message fut envoyé. Elle ferma l'ordinateur. Le plan était en marche. Les larmes avaient séché, remplacées par un léger sourire rempli de la promesse d'un nouveau départ. Emily agit avec un calme glacial, une précision froide née d'un cœur brisé. Il n'y avait plus de doute. Elle ouvrit son grand placard. La plupart de son contenu était le reflet de la femme que Jason et sa famille attendaient qu'elle soit, des vêtements simples, des chemisiers modestes aux couleurs neutres, de longues jupes qu'elle avait achetées parce que Carole avait un jour commenté qu'une bonne belle-fille ne portait pas de jean. Elle regarda ses vêtements avec détachement, comme s'il s'agissait de la garde-robe de quelqu'un d'autre. Sa main ignora tout cela, cherchant au fond du placard où elle gardait sa véritable identité, quelques robes qu'elle avait achetées avec son propre argent mais qu'elle portait rarement, une paire de jeans qui lui allait parfaitement et plusieurs chemisiers modernes qu'elle avait cachés. C'est ce qu'elle emporterait. Elle ne faisait pas que préparer une valise. Elle organisait sa vie. Elle rassembla son diplôme universitaire, son acte de naissance et d'autres documents importants, les plaçant dans une pochette étanche. Elle prit son ordinateur portable, son arme de travail et d'indépendance. Elle prit aussi un petit cadre photo sur sa table de chevet, une image d'elle riant avec ses parents décédés.
C'était sa véritable source de force. Puis ses yeux tombèrent sur la boîte à bijoux sur sa commode. À l'intérieur se trouvaient plusieurs colliers et bracelets en or que Jason lui avait offerts au début de leur mariage. Elle les considérait autrefois comme des signes d'amour. Maintenant, elle les voyait comme des chaînes, un moyen de la faire se sentir liée et redevable. Elle ferma la boîte. Elle ne les emporterait pas. Elle ne voulait rien emporter qui ressemble à une attache. Ses pas la menèrent au miroir en pied. Là, à son annulaire gauche, se trouvait toujours l'alliance en or blanc avec un petit diamant au centre. Elle leva la main, se rappelant le jour de son mariage, les vœux sacrés prononcés par Jason, le regard rempli d'un amour qui s'était avéré faux. Et le moment où cette bague avait glissé sur son doigt comme symbole de leur union, ce symbole ressemblait maintenant à une marque de propriété, un signe l'identifiant comme appartenant à la famille de Jason. D'un mouvement lent et délibéré, elle retira la bague. La peau en dessous paraissait pâle et étrange, marque de l'union qui avait duré 5 ans. Son doigt se sentait maintenant léger, libre. Elle ne jeta pas la bague. La colère explosive n'était pas son style. Elle la posa soigneusement sur la commode, juste à côté de la photo de mariage au cadre argenté. Puis elle prit le cadre et le retourna calmement face contre terre, cachant les sourires heureux de 2 personnes qui étaient désormais des étrangers. Le message était clair. Ce mariage était fini. Sa grande valise était maintenant pleine. Elle la traîna jusqu'au salon, s'arrêtant un instant sur le seuil. Elle regarda chaque coin de cet appartement pour la dernière fois. Le canapé moelleux où elle s'endormait souvent en attendant que Jason rentre tard du travail, la cuisine immaculée où elle expérimentait de nouvelles recettes pour plaire à son mari, les murs qu'elle avait peints elle-même dans sa couleur crème préférée. Cette maison avait été construite avec son amour et ses espoirs. La quitter était comme arracher la moitié de son âme, mais elle savait que l'âme qui restait repousserait plus forte qu'avant. Elle écrivit une brève note pour Lorraine, son amie, et la laissa sur la table à manger. Puis elle sortit, fermant la porte derrière elle sans regarder en arrière. Elle glissa la clé de l'appartement sous un grand pot de fleurs sur le patio, exactement comme elle l'avait dit à Lorraine. Un taxi qu'elle avait appelé arriva promptement. Le chauffeur l'aida à mettre la valise dans le coffre. Pendant le trajet vers l'aéroport, Émilie resta silencieuse, regardant par la fenêtre. Les lumières vacillantes de la ville semblaient lui faire un adieu. Son esprit n'était plus rempli de colère ou de tristesse, mais d'une anticipation palpitante. Elle se sentait comme une fugitive qui s'était échappée avec succès d'une prison, courant vers un nouveau monde qu'elle n'avait jamais connu. Il y avait de la peur, bien sûr peur de la solitude, peur de l'incertitude, mais cette peur était bien préférable à la douleur d'être humiliée et rabaissée. L'aéroport international John F. Kennedy l'accueillit avec une agitation qui contrastait avec le calme de son cœur. Les gens se précipitaient vers leur vol. Des familles s'embrassaient pour des adieux et des retrouvailles. Émilie marchait seule dans la foule, mais elle ne se sentait pas seule. Elle se sentait entière pour la première fois depuis longtemps, n'ayant plus qu'elle-même à qui penser. Le processus d'enregistrement et de sécurité se déroula sans accroc. Chaque étape ressemblait à un rituel qui l'éloignait de plus en plus de son passé. Lorsque l'agent de la TSA tamponna son passeport, elle eut l'impression d'avoir reçu un permis officiel pour commencer une nouvelle vie. Elle attendit dans la salle d'embarquement, regardant les avions géants arriver et partir. Lorsque l'embarquement pour son vol vers Rome fut annoncé, Émilie se leva et marcha d'un pas assuré vers la porte. À l'intérieur de l'avion, elle avait un siège côté hublot. Elle rangea son sac, s'assit et boucla sa ceinture. C'était le moment, le point de non-retour. L'avion commença à se déplacer lentement, puis de plus en plus vite jusqu'à ce qu'il décolle enfin de la piste avec un rugissement puissant de ses moteurs. Émilie sentit son corps pressé contre le dossier du siège et pressa son visage contre le hublot. Elle regarda les lumières brillantes de New York devenir de plus en plus petites en dessous d'elle, se transformant en de magnifiques points lumineux avant d'être finalement engloutis par l'obscurité de la nuit. Au-dessus des nuages, le ciel était sombre et clair, orné de millions d'étoiles qui semblaient l'accueillir. À 30 000 pieds, lorsque le signal des ceintures s'est éteint, Émilie a sorti son téléphone, l'a déverrouillé et s'est rendue dans sa liste de contacts. Elle a trouvé le nom, mon mari. Son doigt a hésité sur le nom pendant un instant. Puis, sans hésitation, elle a appuyé sur le bouton de blocage. Une notification de confirmation est apparue. Elle a cliqué dessus. C'était fait. Ensuite, elle a cherché le nom, belle-mère Carole. Bloqué. Belle-sœur Jessica. Bloqué. Un par un,
elle a coupé tous les ponts numériques la reliant à cette famille. Elle a purifié sa vie de leur poison. Quand elle a eu terminé, elle a activé le mode avion. Elle s'est adossée à son siège, a fermé les yeux et, pour la première fois en 2 jours, elle a ressenti de la paix. Par le hublot, l'avion continuait de fendre la nuit, l'emportant vers la liberté. L'air qui a accueilli Émilie à sa sortie de l'aéroport de Fiumicino était une rafale de vent frais qui la glaçait jusqu'aux os. L'automne romain l'enveloppait. Bien que son corps tremble légèrement, son cœur ressentait une immense chaleur. C'était l'air de la liberté qui l'entourait. Les panneaux étaient écrits dans un italien qu'elle comprenait à peine. Les gens parlaient dans une langue étrangère à ses oreilles. Elle était complètement seule dans un pays étranger. Ce sentiment, loin de l'effrayer, était incroyablement exaltant. Émilie n'avait pas choisi de séjourner dans un hôtel touristique bondé. Elle avait réservé, via une application, un petit studio propre et moderne dans le quartier du Trastevere, un quartier plus calme, célèbre pour ses cafés uniques et son atmosphère bohème. Elle voulait vivre comme une habitante locale, pas comme une touriste en fuite. Après un trajet en taxi silencieux, où elle n'avait pu communiquer avec le chauffeur que par le biais d'une application de traduction, elle est enfin arrivée à son appartement. L'espace était petit, mais il y avait tout ce dont elle avait besoin, un lit confortable, une petite cuisine et une grande fenêtre donnant sur une rue calme. C'était son palais, son nouveau royaume. Les premiers jours à Rome furent consacrés à l'adaptation et aux petites victoires. Aller au supermarché pour la première fois fut une aventure. Elle a parcouru des rayons remplis de produits inconnus, essayant de lire les étiquettes à l'aide d'une application, et a réussi à acheter les ingrédients pour cuisiner son premier plat de pâtes, le cassio e pepe. Manger seule dans une petite trattoria, commander une assiette de carbonara bien chaude et la déguster sans que personne ne la dérange, lui procurait un sentiment de paix incroyable. Chaque petite tâche qu'elle parvenait à accomplir seule, acheter un titre de transport, déchiffrer les itinéraires du métro, commander un café dans un italien hésitant ressemblait à un exploit majeur qui reconstruisait la confiance en soi qu'elle avait perdue depuis longtemps. Elle s'est rendue compte que la veste qu'elle avait apportée de New York n'était pas assez chaude pour les fraîches nuits romaines. C'était une opportunité, une chance de se débarrasser de la vieille image qui lui collait à la peau. Elle s'est rendue dans un centre commercial sur la Via del Corso. Ses yeux se sont immédiatement fixés sur un long manteau de couleur camel en laine de cachemire. Le manteau paraissait élégant, chaud et coûteux. Auparavant, elle n'aurait jamais osé l'acheter. Jason se serait plaint de l'extravagance, et Carole l'aurait critiqué pour s'être habillée au-dessus de son rang. Mais l'Émilie d'aujourd'hui était différente. Elle est entrée dans le magasin, a essayé le manteau et s'est regardée dans le miroir. La femme dans le miroir semblait confiante, élégante et distinguée. Sans y réfléchir à 2 fois, elle l'a apporté à la caisse et l'a payé avec son propre argent. Porteur, ce nouveau manteau était comme revêtir une armure, une nouvelle identité qu'elle avait choisie pour elle-même. Le lendemain, elle s'est rendue dans un salon et a coupé ses longs cheveux en un carré aux épaules, plus frais et plus moderne. La vieille Émilie était morte, et maintenant elle renaissait. Un matin, environ une semaine après son arrivée, Émilie s'est réveillée dans un silence étrange. Le bruit de la circulation qu'elle entendait habituellement faiblement avait disparu. Elle est sortie du lit et a ouvert les rideaux. La vue qui l'a accueillie lui a coupé le souffle. Un soleil radieux baignait la ville, teignant les toits d'une couleur dorée magique. Les rues étaient ornées de feuilles mortes aux nuances d'ocre et de rouge. La beauté était si surréelle, si magique pour elle. Cet automne doré était un symbole, une page blanche et propre, une opportunité de réécrire son histoire. Elle n'a pas pu résister. Après s'être préparé un chocolat chaud, elle a enfilé son nouveau manteau, ses bottes et une écharpe. Elle est sortie dans la rue, sentant la douce brise automnale sur son visage. Le petit parc près de son appartement s'était transformé en un paradis d'automne. Des enfants riaient en jouant parmi les feuilles, et quelques couples se promenaient main dans la main. Émilie marchait seule, mais elle ne ressentait pas d'envie. Elle ressentait de la paix. Elle s'est tenue sous un arbre dont les branches étaient presque nues. Elle se sentait si heureuse, si libre, si vivante, un sentiment qu'elle n'avait pas éprouvé depuis longtemps. Elle voulait capturer ce moment, non pas pour les autres, mais pour elle-même, comme un rappel qu'elle pouvait trouver le bonheur au milieu de la froideur de son monde. Elle a vu une touriste prendre des photos du paysage et a gentiment demandé son aide. « Pourriez-vous me prendre en photo, s'il vous plaît ?» a-t-elle dit en anglais avec un sourire. Elle s'est positionnée au milieu du parc avec le décor automnal parfait. Elle n'a pas posé de manière triste ou mélancolique.
Elle a souri du sourire le plus authentique qu'elle ait jamais offert, un sourire qui venait directement de son cœur désormais léger, un sourire de victoire, de liberté et d'espoir. De retour dans son appartement chaleureux, elle a regardé la photo sur l'écran de son téléphone. La femme sur l'image semblait si différente de celle qui pleurait sur le sol de son appartement il y a quelques jours à peine. La femme sur la photo était forte. La femme sur la photo était heureuse. Elle a ressenti une impulsion. Elle a ouvert son compte Instagram, qu'elle avait toujours gardé privé. Elle a modifié le paramètre en public, puis a téléchargé la photo d'elle, rayonnante au milieu du paysage d'automne. Elle a réfléchi un instant à la légende. Aucun mot de ressentiment ou de colère n'était nécessaire. Sa dignité était trop élevée pour cela. Elle avait juste besoin d'exprimer sa vérité. Elle a écrit une phrase simple qui résumait tout, trouver la chaleur au milieu de l'automne. Un nouveau chapitre commence. D'une pression du doigt, la photo fut téléchargée dans le monde virtuel. Elle a laissé son téléphone sur la table, face contre terre. Elle ne se souciait pas du nombre de mentions, j'aime, ou de commentaires. Elle avait déjà obtenu ce qu'elle voulait, une affirmation pour elle-même. Elle s'est retournée, a regardé par la fenêtre le soleil qui continuait de briller doucement, et a pris une gorgée de son chocolat chaud. Elle se sentait en paix, ignorant qu'à des milliers de kilomètres de là, cette simple publication était tombée comme une bombe, prête à faire exploser un mariage et à dévaster le monde de ceux qui l'avaient trahi. Dans la salle de bal étincelante de l'hôtel, le mariage de Jessica battait son plein. Carole se tenait élégamment près de l'autel, un sourire de victoire permanent sur les lèvres. Elle acceptait chaque compliment des invités le menton haut, comme si tout ce luxe était la preuve tangible du statut et de la dignité de sa famille. Jason, debout non loin de là, jouait son rôle de frère parfait, saluant ses amis, riant à des blagues peu drôles et s'assurant que tous les parents importants se sentaient pris en charge. Tout se déroulait comme prévu. Tout était parfait. Dans leur bulle de faux bonheur, Émilie n'était qu'un détail mineur qu'ils avaient réussi à écarter. Un problème résolu. Ils ne savaient pas que ce problème venait de muter en catastrophe. La petite apocalypse n'a pas commencé par une explosion, mais par un murmure. Une jeune cousine, s'ennuyant pendant la cérémonie, a ouvert Instagram pour naviguer. Ses yeux se sont agrandis lorsqu'elle a vu une publication d'un compte qu'elle ne reconnaissait pas, mais dont la photo de profil présentait un visage très familier, Émilie. La photo est apparue dans son flux d'exploration, peut-être parce que certains amis d'Émilie, qu'elle connaissait également, l'avaient aimée. C'était la photo d'une femme souriant dans un parc d'automne avec une légende brève mais poignante. Sans y réfléchir à deux fois, elle a poussé du coude la tante assise à côté d'elle. « Ma tante, regarde. C'est la femme de Jason, a-t-elle chuchoté. Le téléphone a changé de main. Les yeux de la tante se sont écarquillés et elle l'a rapidement passé à un autre parent à la même table. En quelques minutes, la publication d'Émilie s'est propagée de table en table comme une peste numérique. Le bourdonnement festif de la fête a commencé à être contaminé par les rumeurs. Les rires des invités ont commencé à sonner faux. Des regards furtifs ont commencé à se diriger vers la famille proche, qui n'était toujours pas au courant. L'atmosphère auparavant chaleureuse et festive a commencé à se refroidir, chargée d'une tension étrange. Une tante du côté du marié, qui détestait depuis longtemps l'arrogance de Carole, y a vu une occasion en or. Avec un sourire doux et venimeux, elle s'est approchée de Carole, qui se targuait du prix de la robe de mariée de sa fille. « Carole, ma chère, félicitations. L'événement est merveilleux, a-t-elle commencé poliment. Oh, au fait, comme c'est charmant de voir ta belle-fille, Émilie, en vacances. Quel bonheur de pouvoir voyager à l'étranger et en Italie, rien de moins. Jason a tellement de chance d'avoir une femme aussi indépendante de nos jours. » Carole a froncé les sourcils, ne comprenant pas, en vacances. Émilie est à la maison. Tu dois te tromper. Oh, vraiment? La tante a sorti son téléphone d'un geste répété. Eh bien, regarde. Elle vient de publier cette photo il y a 1 heure. Elle est magnifique, ma chère. Je ne l'ai presque pas reconnue. Elle a fourré le téléphone sous le nez de Carole. Pendant un instant, Carole a simplement fixé l'écran, confuse. Puis, ses yeux se sont figés dessus. Elle a vu le visage d'Émilie, souriant radieusement devant un paysage étranger et automnal. Elle a vu l'élégant manteau couleur camel. Elle a lu la légende, un nouveau chapitre commence. Le visage de Carole, auparavant rayonnant, est devenu livide. Son sourire s'est évanoui,
remplacée par une expression de choc qui s'est rapidement transformée en fureur. « Jason, viens ici !» a-t-elle sifflé d'un ton sec, la voix tremblante. Jason, qui bavardait, s'est retourné et s'est approché de sa mère. « Qu'est-ce qu'il y a, maman ? Regarde ça. » Carole lui a fourré le téléphone entre les mains. Jason a vu la photo. Il a vu le sourire d'Emily, un sourire qu'il n'avait jamais vu auparavant. Ce n'était pas le sourire doux et soumis qu'il recevait habituellement à la maison. C'était le sourire d'une femme libre. La légende était une gifle. Que signifiait un nouveau chapitre ? La panique a commencé à s'emparer de lui. Comment Emily pouvait-elle être à Rome ? Quand était-elle partie ? Avec quel argent ? Alors que l'esprit de Jason vacillait et qu'une sueur froide commençait à perler sur son front, un autre problème beaucoup plus urgent s'est présenté. Une femme d'allure professionnelle, portant un badge indiquant « directrice de l'événement », s'est approchée de lui avec un sourire crispé. « Bonsoir, monsieur Jason. Je suis désolé de vous déranger », a-t-elle dit poliment, mais son regard était aiguisé. « Conformément à notre contrat, je voulais simplement confirmer le paiement des 50% restants. Notre équipe financière est prête dans l'arrière-salle. » Jason, l'esprit encore brouillé par la photo d'Emily, a essayé de les conduire d'un geste de la main. « Plus tard, s'il vous plaît. L'événement n'est pas encore terminé. »« Je suis désolé, monsieur. Selon la procédure, le paiement doit être effectué avant la fin de l'événement à 22 heures. Il est déjà plus de 21 heures, a insisté la femme d'une voix basse mais ferme. Carole, qui avait surpris la conversation, a poussé Jason du coude. « Règle ça immédiatement. Ne nous donne pas en spectacle, a-t-elle chuchoté furieusement. Avec un mélange de panique, de colère et d'humiliation d'être interpellé au milieu de la fête, Jason a marché d'un pas lourd, suivant la directrice vers une table de paiement improvisée dans un coin de la salle. Les yeux de plusieurs invités étaient maintenant fixés sur lui. Il a sorti sa carte de débit de son portefeuille d'un geste arrogant, essayant de sauver le peu de dignité qui lui restait. « Voici », a-t-il dit en tendant la carte. L'assistante a passé la carte dans le terminal. Quelques secondes plus tard, la machine a émis un bip doux et un texte rouge terrible est apparu sur l'écran, « Transaction refusée ». Silence. L'assistante a regardé Jason d'un air mal à l'aise. « Je suis désolé, monsieur, elle a été refusée. Ce doit être la connexion. » Réessayez, a dit Jason, le cœur commençant à battre la chamade. Elle a réessayé avec le même résultat. Il doit y avoir un problème avec la machine, s'est excusé Jason, sa voix commençant à trembler. Il a essayé de rire, mais seul un son sec et étrange est sorti. Je vais simplement faire un virement depuis mon téléphone. Devant la directrice, qui le regardait désormais avec suspicion, Jason a ouvert l'application bancaire sur son téléphone. Ses doigts semblaient raides. Il a entré son mot de passe et l'application s'est ouverte. Il a appuyé sur le menu pour vérifier le solde, et quand le chiffre est apparu, il a senti son souffle se couper. Sa vision s'est troublée. Le nombre sur l'écran était absurde, 14,82 $. Deux chiffres pas les 6 qui auraient dû s'y trouver. Des dizaines de milliers de dollars, le fruit du travail acharné d'Emily pendant des années, qu'il considérait comme le sien, s'était volatilisé. Les mains tremblantes, il a ouvert l'historique des transactions. Là, sur la première ligne, se trouvait une transaction effectuée l'après-midi précédent, un transfert d'un montant gigantesque vers un autre compte bancaire. Il ne reconnaissait pas le numéro de compte, mais le nom du titulaire était clairement écrit, Emily Garcia. La réalité l'a frappé comme un train de marchandises. Emily n'était pas seulement partie malgré lui. Elle l'avait planifié. Elle avait récupéré jusqu'au dernier centime de son argent, l'argent qu'il était censé utiliser pour payer le reste du mariage de sa sœur, l'argent qui était le fondement de tout le luxe et de toute l'arrogance de sa famille ce soir-là. Jason a levé les yeux de l'écran de son téléphone. Devant lui, la directrice attendait avec impatience. Autour de lui, les murmures des invités se faisaient de plus en plus forts, et dans son esprit, l'image du visage souriant d'Emily à Rome tournait en boucle. Il était piégé, socialement brisé et désormais financièrement ruiné. D'un seul coup, au milieu de la fête la plus somptueuse que sa famille ait jamais organisée, il venait de se rendre compte qu'il était fauché. Le silence dans ce coin de la salle de bal était si épais qu'il semblait isoler Jason des festivités en cours. Il est resté figé, le regard perdu sur le solde bancaire affiché sur l'écran de son téléphone.
La directrice de l'événement qui se tenait devant lui perdait patience. Son sourire professionnel avait disparu, remplacé par une expression rigide et froide. « Alors, quel est le plan, monsieur Jason ? Nous devons régler les comptes ce soir, a-t-elle insisté, sa voix n'étant plus amicale. Jason ne pouvait pas répondre. Sa bouche était sèche, sa langue collée au palais. Que pouvait-il dire ? Qu'il n'avait plus d'argent ? Que sa fortune venait d'être dérobée par la femme qu'il considérait comme une péquenaude ? Carole, dont l'instinct lui disait que quelque chose n'allait pas du tout, accourut. Son visage était rouge de colère et d'embarras. « Qu'est-ce qu'il y a maintenant ? Pourquoi es-tu si long ? Paye-la, tout simplement. Ne donne pas notre famille en spectacle, a sifflé Carole, la voix basse mais empreinte de tension. Elle a arraché le téléphone des mains de Jason, voulant voir ce qui faisait agir son fils comme un idiot. Ses yeux sont allés directement vers l'écran de l'application bancaire. Elle a vu le solde pathétique. Pendant un instant, elle n'a pas compris. Puis elle a vu l'historique des transactions. Elle y a vu le nom d'Emily. Le visage de Carole est passé du rouge à un blanc de mort. Elle a vacillé légèrement, comme si elle venait de recevoir un coup dévastateur à l'estomac. « Ce n'est pas possible », a-t-elle murmuré faiblement. Puis elle a regardé Jason, les yeux écarquillés d'incrédulité. Sa colère a éclaté de manière incontrôlable. « Espèce d'imbécile. Que as-tu fait ? Pourquoi tout ton argent était-il entre ses mains ? Pourquoi ne peux-tu pas contrôler ta propre femme ?» a-t-elle hurlé, oubliant qu'ils étaient au milieu d'une foule. Le cri a immédiatement fait taire la musique. Tous les regards dans la salle se sont tournés vers eux. Le drame, qui n'était que de simples murmures, venait de devenir l'événement principal. Les invités ont cessé de manger, ont cessé de parler et ont regardé avec une fascination morbide la chute de cette famille honorable. La nouvelle du non-paiement s'est propagée comme une traînée de poudre en coulisses. La directrice de l'événement a fait signe à son équipe. Un par un, les représentants des autres prestataires ont commencé à s'approcher de la famille. Le propriétaire costaud de l'entreprise de traiteurs, le responsable des décorations au visage sévère, même le chef de la sonorisation, ils ont formé un demi-cercle autour de la famille de Jason comme une meute de loups acculant sa proie. La magnifique fête s'était transformée en un procès public. « Excusez-moi, Madame Carole, Monsieur Jason, nous devons également recevoir notre paiement final. Mes employés doivent être payés ce soir, a déclaré le traiteur sur un ton menaçant. Exactement. Ces fleurs importées ne se paient pas d'elles-mêmes avec des promesses, a ajouté le décorateur. La famille était complètement acculée. Le père de Jason, resté silencieux jusqu'alors, a tenté de servir de médiateur. Messieurs, mesdames, s'il vous plaît, calmez-vous. Bien sûr, nous allons payer. Donnez-nous juste un peu de temps. Le contrat dit ce soir, l'a coupé le traiteur avec cynisme. Si vous ne payez pas, nous arrêtons le service immédiatement. Pas de dessert, pas de café, a-t-il menacé à haute voix, s'assurant que tous les invités puissent l'entendre. Cette menace était le comble de l'humiliation. Les invités ont commencé à chuchoter encore plus fort. Certains ont même effrontément sorti leur téléphone pour enregistrer la honte qui se déroulait. Jessica, la mariée, est descendue de l'hôtel en courant. Sa robe luxueuse ressemblait désormais à un costume d'un spectacle raté. Son visage était trempé de larmes. « Maman, papa, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi cela arrive-t-il » sanglotait-elle. Au milieu de son désespoir, Carole a fait quelque chose dont toutes les personnes présentes se souviendraient ce soir-là. Les mains tremblantes de rage et d'une honte insupportable, elle a détaché le collier d'or ostentatoire qu'elle arborait fièrement. Le bijou, qui était le symbole de son statut, elle l'a tendu au traiteur. Prenez ceci en garantie. Sa valeur est plus que suffisante pour couvrir ce que nous vous devons, a-t-elle craché. L'image d'une matriarche de la haute société forcée de remettre ses bijoux pour payer une dette devant des centaines d'invités était un drame trop juteux pour être manqué. Les flashs des téléphones portables ont crépité partout, immortalisant le moment de la chute de Carole. La dignité qu'elle avait construite et protégée pendant des années s'était brisée en un instant. La fête s'est terminée dans le chaos. Les invités sont partis précipitamment, non par sympathie, mais pour être les premiers à répandre les nouvelles les plus croustillantes de la soirée. Ils sont repartis l'estomac plein et avec assez de matière à potin pour un mois. 1 heure plus tard, la salle de bal autrefois étincelante était vide. Seuls les membres de la famille de Jason Carole,
son père et Jessica restaient là, debout au milieu des décorations somptueuses qui semblaient désormais être un monument à leur échec, entourés de créanciers impassibles. Le silence inconfortable fut finalement brisé par l'explosion de rage de Carol, dirigée une fois de plus contre Jason. Tout est de ta faute. La faute de cette péquenaude que tu as choisie. Je t'avais dit dès le début de ne pas l'épouser. Regarde ce qui est arrivé. Ce n'est pas la faute d'Emily, maman, rétorqua Jason, sa voix émergeant enfin, rauque de désespoir. C'est notre faute. Ta faute pour l'avoir toujours humiliée. Ma faute pour avoir été trop lâche pour la défendre. Nous l'avons repoussée. Comment oses-tu blâmer ta mère? Le père de Jason, qui n'avait enduré la honte qu'en silence, rugit enfin d'une voix de tonnerre qui les choqua tous. Assez. Vous êtes pareils tous les deux. Ton arrogance, Carol, et ta stupidité, Jason, ont détruit le bon nom de cette famille. Maintenant, trouvez comment nous allons payer toutes ces dettes. Le mariage, conçu pour être le sommet de leur réussite sociale, était devenu la pierre tombale de leur réputation. Ils étaient non seulement en faillite financière, mais aussi socialement ruinés, piégés dans la honte, entourés de dettes. Et maintenant, la famille dont ils s'étaient tant vantés commençait à se rejeter la faute, se fissurant de l'intérieur. Le trajet de retour de Charleston à la ville fut, pour Jason, comme un voyage vers l'échafaud. La voiture filait à travers la nuit, mais son esprit n'était pas sur la route. Il était resté piégé dans la salle de bal de l'hôtel, désormais monument de la honte de sa famille. Dans les regards cyniques des invités et dans le solde nul de son compte bancaire tout au long du trajet, il essaya sans relâche de contacter Emily. Il utilisa son téléphone, celui de son père, il s'arrêta même dans une station-service pour emprunter un téléphone. Le résultat était toujours le même, l'appel ne passait pas, le message n'était pas délivré. Emily avait construit une forteresse digitale impénétrable. C'était comme crier dans le vide, et le désespoir commençait à l'étouffer. Lorsque sa voiture entra enfin dans son quartier de Brooklyn à l'aube, un petit espoir irrationnel jaillit dans son esprit. Peut-être que tout cela n'avait été qu'un cauchemar. Peut-être qu'en ouvrant la porte, il trouverait Emily endormie sur le canapé, l'attendant. Peut-être y avait-il une explication logique à tout cela. Cet espoir se brisa au moment où il franchit le seuil. L'appartement semblait différent, pas seulement calme, mais vide, creux. L'air à l'intérieur était froid et rassis, pas comme d'habitude, où il était toujours chaud et parfumé par l'arôme de la nourriture ou du désodorisant préféré d'Emily. Les chaussons d'Emily, qui étaient habituellement soigneusement placés près de la porte, avaient disparu. Son sac de travail n'était pas sur la table. Il n'y avait aucune trace de sa vie. L'appartement n'était plus qu'un bâtiment avec des meubles, ce n'était plus un foyer. D'un pas lourd, Jason parcourut chaque pièce comme s'il visitait un musée de souvenirs amers. La cuisine rutilante semblait stérile. Il n'y avait plus les petits mots qu'Emily collait habituellement sur la porte du réfrigérateur. Le salon était rangé, trop rangé. Les coussins du canapé étaient disposés de manière rigide, comme si personne ne les avait touchés depuis des jours. Son cœur battit plus vite alors qu'il montait l'escalier vers leur chambre. La porte de la chambre était ouverte. Ce qu'il vit à l'intérieur fut la confirmation finale de toutes ses craintes. Le placard était entrouvert, et il pouvait voir clairement que le côté d'Emily était complètement vide. Il ne restait que des cintres vides. Son côté à lui était toujours intact, mais il semblait désormais étrange, solitaire. Ses yeux dérivèrent vers la commode, et c'est là qu'il la vit, l'image qui détruisit ce qui restait de son cœur. Une alliance en or blanc reposait sur la surface en bois froid. À côté, le cadre argenté avec leur photo de mariage était retourné face contre terre. Jason s'approcha comme un somnambule. Sa main tremblante ramassa la bague, elle était froide et morte. Elle n'avait plus la chaleur du doigt d'Emily qui l'entourait autrefois. D'un geste hésitant, il retourna le cadre photo. Le visage d'Emily sur la photo le regardait, souriant avec sincérité et amour, le sourire d'une femme qu'il avait trahi de la manière la plus cruelle. Un regret accablant l'envahit, rendant sa respiration difficile. Il s'effondra sur le bord du lit, enfouissant son visage dans ses mains. Les sanglots contenus éclatèrent enfin, remplissant la pièce silencieuse. Les jours suivants furent un enfer permanent. Jason vivait comme un fantôme dans sa propre maison. Il ne mangeait pas. Il ne dormait pas. Il essayait simplement de contacter Emily et tous ses amis, sans obtenir de réponse. La honte du mariage le suivit jusqu'à la ville. Certains collègues, qui étaient aussi des parents éloignés,
commencèrent à prendre leur distance. Les ragots s'étaient propagés. Les coûts financiers suivirent bientôt. Son téléphone sonnait sans cesse. Ce n'était pas Émilie, mais la banque et les sociétés de cartes de crédit. Les paiements automatiques pour ces cartes, qu'il utilisait pour régaler ses amis et acheter des cadeaux pour sa famille, étaient tous refusés. La pile de factures qu'il ignorait normalement, sachant que le salaire d'Émilie s'en occuperait, semblait maintenant être une montagne de monstres de papier prêts à le dévorer. Il réalisa qu'il avait vécu dans une illusion de stabilité. Émilie n'était pas seulement sa femme, elle était le pilier financier qui soutenait tout son mode de vie. Et maintenant, ce pilier avait disparu. Exactement une semaine après son retour, alors qu'il était assis à broyer du noir sur la terrasse poussiéreuse, un coursier lui remit une grande enveloppe brune. Son cœur battait la chamade. Serait-ce une lettre d'Émilie, une explication, des excuses? Les mains tremblantes, il signa la réception et déchira l'enveloppe avec impatience. Son contenu n'était ni une lettre d'amour ni une explication. C'étaient des feuilles de papier officielles, froides et rigides. En haut de la première page, en lettres grasses, on pouvait lire « Citation pour l'audience initiale de la demande de divorce ». En dessous, son nom figurait comme défendeur et Émilie Garcia comme demanderesse. Le tribunal de la famille avait déjà fixé une date. Tout cela semblait si définitif, si irrévocable. Alors qu'il sortait tout le contenu de l'enveloppe, un petit objet tomba sur ses genoux, un livret d'épargne. C'était un livret personnel au nom d'Émilie dont il n'avait jamais soupçonné l'existence. Il l'ouvrit et vit un registre de transactions impeccable. Puis, une petite note pliée s'échappa de la dernière page. L'écriture soignée et ferme d'Émilie y était tracée, « Merci d'avoir géré les fruits de mon dur labeur pendant tout ce temps. Maintenant, profite des fruits du tien. » Il n'y avait pas de colère, pas de tristesse, juste un constat froid et perçant. C'était le coup de grâce, un échec et mat parfait. Jason sentit toutes ses forces quitter son corps. Il glissa de sa chaise, tombant à genoux sur le sol froid de la terrasse. La citation à comparaître et la petite note étaient éparpillées autour de lui. Il avait tout perdu, sa femme, sa dignité et son avenir, tout cela à cause de sa propre stupidité et de son arrogance. 6 mois plus tard, le temps avait séparé deux mondes qui étaient autrefois unis. Dans un immeuble de bureaux moderne au cœur de Manhattan, Émilie se tenait devant un tableau blanc, expliquant avec enthousiasme son concept d'entreprise. Son nouveau bureau n'était pas grand, mais il était lumineux et rempli d'une énergie positive. Au mur était accroché le logo de l'entreprise qu'elle avait bâtie à partir de rien, Free Spirit Journey, avec le slogan « L'autonomie des femmes, un voyage à la fois ». L'apparence d'Émilie avait complètement changé. Ses cheveux, désormais coupés de façon chic, encadraient un visage plus radieux et plus déterminé. Elle portait un tailleur pantalon bleu qui lui donnait une allure professionnelle et élégante. Mais le plus grand changement était dans ses yeux. Il n'y avait plus de doute ni d'insécurité, seulement une lueur d'intelligence, de confiance et de sérénité. Son entreprise de voyage, spécialisée dans les voyageuses en solo, connaissait un immense succès. Elle ne vendait pas seulement des forfaits touristiques, elle vendait des expériences, du courage et de l'indépendance. Elle était devenue une inspiration, la preuve vivante qu'une femme pouvait reconstruire son monde à partir de ruines et le transformer en un royaume encore plus magnifique. Pendant ce temps, dans un autre monde qui semblait très lointain, la famille de Jason payait le prix de ses actes. Pour couvrir les dettes croissantes du mariage de Jessica, ils furent contraints de vendre la maison familiale de Charleston, une disgrâce qui devint le sujet de conversation de toute la ville. Carol, autrefois si respectée pour son statut social, était désormais une vieille femme sombre et pleine de remords. Elle s'enfermait dans une petite maison de location, n'osant pas sortir affronter les regards cyniques de ses voisins. Le mariage de Jessica n'était pas aussi beau que sa robe non plus. Il avait commencé par le scandale et les dettes, et leur foyer était rempli de disputes, d'autant plus que la famille de Mark ne cessait de rappeler et de rabaisser la déchéance de sa famille à elle. Le sort de Jason était le plus tragique. La pression du divorce et la ruine financière lui firent perdre sa concentration au travail. Après plusieurs avertissements, il fut finalement licencié. Il dut vendre sa voiture pour couvrir une partie de ses dettes de carte de crédit. Désormais, l'homme qui avait toujours été impeccablement vêtu travaillait comme serveur d'événements à temps partiel dans un hôtel 5 étoiles, un emploi qu'il avait obtenu grâce à la compassion d'un vieil ami. Il vivait dans une minuscule chambre dans une pension de famille à la périphérie de la ville. Chaque jour, il était tourmenté par l'image d'Émilie et un regret infini. Le destin, avec son sens de l'humour ironique,
finit par réunir ces deux mondes. Émilie célébrait le lancement de son forfait de voyage de printemps dans un café élégant situé dans le hall de l'hôtel où travaillait Jason. Elle était le centre de l'attention, entourée de blogueurs de voyage et de journalistes de magazines féminins. Elle riait, répondait aux questions avec intelligence et dégageait une aura de succès irrésistible. Jason, dans son uniforme noir et blanc mal ajusté, était de service dans cette zone. Son travail consistait à s'assurer que les verres d'eau des clients étaient toujours pleins et que les assiettes sales étaient rapidement débarrassées. Lorsqu'il vit Émilie pour la première fois après si longtemps, il eut l'impression que tout l'air de ses poumons s'était échappé. Cette femme, celle qui lui préparait autrefois le petit déjeuner, celle qu'il considérait comme une péquenaude, était maintenant assise là, brillant comme une étoile inaccessible. Elle était si belle, si majestueuse, si éloignée de son monde actuel. Une honte et une douleur immense le consumèrent. Il fit de son mieux pour passer inaperçu, se déplaçant entre les tables comme une ombre, la tête basse. Mais alors qu'il allait ramasser un plateau de verre sale près de la table où Émilie était interviewée, ses mains nerveuses se mirent soudain à trembler. Fracas. Le plateau tomba avec un bruit assourdissant, brisant plusieurs verres et renversant leur contenu sur le sol. Le bruit fit se retourner tout le monde, y compris Émilie. Pendant une fraction de seconde qui sembla durer une éternité, leurs regards se croisèrent. Jason regarda Émilie avec une expression chargée d'un million de sentiments, une onde brûlante, un regret profond et un désir douloureux pour la vie qu'il avait jetée. Émilie le regarda en retour, mais dans ses yeux, il n'y avait ni haine, ni colère, pas même de pitié. Il n'y avait qu'une reconnaissance passagère, calme et lointaine, le regard que l'on accorde à un visage vaguement familier d'un passé très lointain. Elle lui fit un signe de tête presque imperceptible, un geste poli que l'on adresse à un employé d'hôtel qui commet une petite erreur, une reconnaissance, pas une invitation à parler. Puis, avec une élégance incroyable, elle détourna le regard et se reconcentra sur l'interviewé comme si de rien n'était. « Je suis désolé, où en étions-nous ? Ah, oui, à propos des conseils de sécurité pour les femmes voyageant seules à Rome. » Pour Émilie, l'incident n'était qu'une interruption de 2 secondes dans sa journée bien remplie. Pour Jason, ce rejet subtil, cette indifférence tranquille, était bien plus douloureux que 1000 insultes. Il avait été effacé de la vie d'Émilie, réduit à un simple étranger maladroit. Le directeur du café accourut et le réprimanda, lui ordonnant de nettoyer le désordre immédiatement. Alors qu'il s'agenouillait pour ramasser le verre brisé, Jason n'entendait au loin que le rire assuré d'Émilie, la voix d'un monde dans lequel il ne pourrait plus jamais entrer. Ce soir-là, après le succès de son événement, Émilie se tenait sur le balcon de son appartement, regardant les lumières de New York. Elle ne pensait plus à Jason ni au verre brisé. Son esprit était rempli de grands projets pour son entreprise, pour son avenir. Elle avait gagné, non pas en cherchant à se venger, mais en construisant son propre bonheur. Elle avait montré au monde et, plus important encore, à elle-même, qu'une véritable reine n'a pas besoin de reconquérir un vieux trône, elle bâtit son propre palais, bien plus magnifique que le précédent. Et là, elle vécut heureuse à jamais, seule et accomplie. 2 ans plus tard, le temps, tel un sculpteur patient, avait remodelé les vies autrefois brisées et usé les masques de la fausseté. Les deux mondes, jadis unis par le mariage, tournaient désormais sur leurs propres orbites, séparés par la distance, le destin et un gouffre infranchissable de regrets. Le premier monde était centré sur Rome, par un après-midi d'automne magique. Les feuilles des arbres le long des rues étaient devenues une mer d'or, et l'air frais promettait l'arrivée de l'hiver. Émilie se promenait paisiblement sur un sentier dans un parc luxuriant, le même parc où, 2 ans plus tôt, elle avait pris la photo qui avait changé son destin. Mais cette fois, elle n'était pas seule. Derrière elle, un groupe de femmes d'âge et d'horizons divers marchait à ses côtés, écoutant attentivement l'histoire d'un palais voisin qu'elle leur racontait. C'était le dernier groupe de Free Spirit Journey. L'entreprise d'Émilie avait grandi de manière exponentielle. Elle avait maintenant une petite équipe à New York et plusieurs partenaires locaux en Italie. Elle ne se contentait plus de vendre des billets et des hôtels, elle concevait des expériences. Les voyages qu'elle proposait étaient des pèlerinages pour des âmes en quête d'une nouvelle direction, une évasion constructive. Ses clientes étaient des femmes à la croisée des chemins, fraîchement divorcées, fatiguées de leur emploi en entreprise, ou ayant simplement besoin de temps pour se reconnecter avec elles-mêmes. Émilie était plus qu'une guide touristique, elle était une mentor, une compagne de route. Cet après-midi-là, alors que la visite touchait à sa fin, une jeune femme du groupe nommée Sarah s'approcha d'Émilie. Ses yeux semblaient un peu tristes. Émilie, appela-t-elle doucement, te voir si passionnée et heureuse ici est incroyable.
Je suis venue parce que je viens de quitter un travail qui me rendait malheureuse. Je me sens perdue. Emily s'arrêta et regarda Sarah avec un sourire chaleureux et empathique. Elle vit un reflet de son ancien moi dans les yeux de la jeune femme. Il y a 2 ans, dit Emily d'une voix calme, je suis venue dans ce parc même pour la première fois. C'était l'automne. Je suis venue seule, pas en vacances, mais en fuite. Je me sentais perdue, moi aussi. Ou pire, je me sentais insignifiante. Sarah la regarda, surprise. Vraiment? Vraiment, continua Emily. Mais j'ai réalisé ensuite qu'être perdu n'est pas la fin de tout. Parfois, nous devons nous perdre pour trouver un nouveau chemin qui s'avère bien plus beau, un chemin qui est vraiment le nôtre. Ne vois pas ce voyage comme une fuite, Sarah. Vois-le comme ton premier pas sur ce nouveau chemin. Ces mots, prononcés avec la sincérité de quelqu'un qui l'avait vécu, semblèrent donner de la force à Sarah. Elle sourit, cette fois plus sincèrement. Merci, Emily. Voir le changement sur le visage de Sarah apporta à Emily un bonheur que l'argent ne pouvait acheter. C'était son nouveau but dans la vie, transformer ses blessures en lumière pour les autres. Ce soir-là, après s'être assurée que toutes ses clientes étaient bien rentrées à l'hôtel, Emily n'alla pas directement à son appartement. Elle se rendit dans un petit café traditionnel du quartier de Monty. Elle s'assit seule près de la fenêtre, sirotant un thé au gingembre chaud et observant l'agitation extérieure. Elle se sentait complètement en paix. Son bonheur ne dépendait plus de la présence d'un homme ou de la validation des autres. Son bonheur était entier, né de l'intérieur, de ses accomplissements et de la paix dans son cœur. Elle avait trouvé son véritable âme sœur, elle-même. Pendant ce temps, dans le second monde, à des milliers de kilomètres de là, le bonheur était une denrée rare. Jason travaillait désormais comme employé dans une entreprise de logistique à la périphérie de New York. Son travail était monotone, consistant à saisir des données du matin au soir dans un petit bureau sans fenêtre et mal ventilé. Chaque jour était la répétition du précédent. Il quittait sa petite chambre tôt, s'entassait dans le train de banlieue, travaillait 8 heures, puis retournait à la solitude de sa chambre. Il avait réussi à rembourser la plupart de ses dettes, mais le prix en était sa jeunesse, dépouillée par le remords. Chaque soir avant de dormir, il avait un rituel douloureux. Il ouvrait Instagram. Il ne cherchait plus le compte personnel d'Emily, il savait depuis longtemps qu'il ne le trouverait jamais. Il ouvrait le compte professionnel, Free Spirit Journée. Il voyait les photos d'Emily souriante dans divers endroits magnifiques en Italie. Il lisait les témoignages de clientes qui faisaient son éloge. Il regardait le succès de son ex-femme à travers des images de haute qualité. Chaque nouvelle publication était comme un petit coup de poignard dans son cœur. Il ne la détestait pas. La haine s'était évaporée depuis longtemps, remplacée par une admiration amère et un sentiment de perte infinie. Il savait que la femme sur l'écran était le résultat de ses décisions. Il avait jeté un diamant et devait maintenant se contenter de vivre dans la poussière. De retour à Charleston, le sort de Carol et Jessica n'était guère meilleur. Carol vivait désormais avec Jessica et Mark dans une modeste maison de location. Après avoir vendu la maison familiale, son arrogance avait été érodée par les épreuves. Elle était devenue silencieuse et maladive. Chaque fois qu'elle entendait les voisins parler du succès de leurs enfants, elle ressentait une vive douleur. Parfois, Emily lui manquait non par amour, mais parce qu'elle regrettait la stabilité et le confort qu'Emily avait indirectement apporté à leur vie. Le mariage de Jessica était au bord de l'effondrement. La honte de son mariage est devenue une blessure qui n'a jamais guéri. Mark et sa famille ne cessaient de remettre sur le tapis les dettes et l'embarras qu'ils avaient causés. Les disputes étaient quotidiennes. Le luxe éphémère de son jour de mariage avait été échangé contre des années de misère. Ironiquement, Jessica se plaignait maintenant souvent de la difficulté de la vie, les mêmes plaintes qu'elle entendait de la part d'Emily et dont elle s'était toujours moquée silencieusement. Le point culminant de l'ironie du destin survint un soir de week-end à Rome. Emily emmena son groupe sur la colline du Pincio pour regarder le coucher du soleil sur la Piazza del Popolo. De là, les lumières de la ville s'étendaient sous elle comme un tapis d'étoiles. Le vent de la nuit ébouriffait ses cheveux. Entourée par les rires et les visages heureux des femmes qu'elle avait aidées, Emily contemplait l'horizon infini. Son monde lui semblait immense, son avenir s'étirait, radieux et plein de possibilités illimitées. Elle se sentait au sommet du monde, au sens propre comme au figuré. Presque au même moment, dans un coin sombre de New York, Jason venait de rentrer dans sa chambre après une journée épuisante. Il ouvrit la petite fenêtre grillagée. La vue n'était pas l'éclat des lumières de la ville,
mais le mur arrière d'un autre bâtiment et une ruelle étroite et sale. L'air était épais et humide. Il entendait une dispute dans la pièce voisine et le vrombissement d'une moto lui perçait les oreilles. Son monde semblait si petit, si confiné, si étouffant. Il regardait dehors, mais il n'y avait pas d'horizon à voir, seulement un mur. Émilie, au sommet de la colline, prit une profonde inspiration, sentant l'air frais et pur de la liberté. Un sourire sincère éclaira ses lèvres. Jason, au fond de la ruelle, soupira profondément, sentant l'air lourd et épais du désespoir. Ils n'étaient plus connectés, mais leur vie restait le reflet l'une de l'autre. L'une était le portrait du courage de recommencer, l'autre, une peinture de regret éternel. Le meilleur karma, en fin de compte, n'était pas la destruction totale de l'oppresseur, mais l'opportunité pour la victime de reconstruire sa vie si haut, si brillamment, que même leur ombre ne puisse plus l'atteindre. Au revoir.